à tous, merci de nous avoir choisis pour vous informer. C'est le morning et on est là avec vous tous les matins pour faire le point de l'actualité en direct. Depuis Tel Aviv, on démarre cette édition par les grands titres de la presse arabe et israélienne. C'est la revue de presse du Moyen-Orient. Thierry Amar, bonjour. Alors le grand titre ce matin dans les journaux de la région, c'est évidemment cette première journée de conférence de paix sur la Syrie, une première journée très tendue et un dialogue de sourds entre le régime et l'opposition syrienne. Oui Barbara, et bonjour Barbara, bonjour à tous. Je vous propose de commencer tout de suite avec cette une du quotidien Pan-Arabe à Sharq el-Awsat, ou plutôt l'édition saoudienne du quotidien. L'ouverture de la conférence de Genève, dit le journal, s'est ouverte sur une joute verbale autour du sort de Bachar al-Assad. Le journal de l'Orient qui fait évidemment référence aux propos du secrétaire d'État américain. Il est impossible, inimaginable, a dit John Kerry, que l'homme qui a exercé une telle violence contre son propre peuple puisse conserver la légitimité pour gouverner. Ce fut donc une journée de discussion pénible et difficile selon le quotidien Pan-Arabe, un autre qui paraît à Londres, Al-Hayat, La Vie. Le journal annonce que débuteront demain les négociations directes entre le régime et l'opposition. Mais, nous dit le journal, il ne faut guère se faire d'illusions. Les exigences des deux parties paraissent tout simplement inconciliables. Alors le même pessimisme, on le retrouve aujourd'hui dans les colonnes du quotidien israélien, Israël Hayom. C'est un article signé d'Anne Margalit, le bavardage genevois est, selon la grande plume du journal, dépourvu de toute valeur. La conférence est née du péché politique dont s'est rendu coupable Barack Obama, celui d'avoir réagi trop tard aux crimes chimiques perpétrés par Bachar al-Assad. Alors les atermoiements de l'Occident ont fini par diviser l'opposition syrienne, nous dit Dan Margalit. Aujourd'hui, c'est Al-Qaïda qui mène la danse et dans ces conditions et dans ces circonstances, eh bien, l'humanité se demande encore s'il est vraiment opportun de pousser au renversement de Bachar al-Assad. Alors la conférence de paix parviendra-t-elle à enrayer la catastrophe humanitaire qui sévit en Syrie ? C'est la question que se pose ce matin, vous le voyez, sous forme de dessin, le caricaturiste de l'agence de presse Syria News qui rappelle à ses lecteurs qu'en 2014, et oui, dans le camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk en Syrie, c'est ce qui a marqué sur cette pancarte, eh bien femmes et enfants meurent de froid mais également de faim. Allez, on reviendra sur ce dossier syrien dans cette édition. Évidemment, une autre conférence se tient elle aussi en Suisse en ce moment. C'est le Forum économique mondial de Davos. Les journaux israéliens relaient largement l'arrivée des dirigeants israéliens sur place. Oui, sur un ton beaucoup plus léger, dira-t-on. Cette image qui fait sourire ce matin la presse israélienne, vous allez le voir, le personnel au sol de l'aéroport de Zurich en Suisse a eu cette idée loufoque, garée côte à côte. Les avions israéliens et iraniens, alors vous le voyez, étoile de David et symbole de la révolution islamique, vont donc crécher à la même ancienne aujourd'hui sur le tarmac de l'aéroport suisse. Alors, le président Pérez a été interrogé sur ce fait insolite. Il a répondu, il ne s'est pas démonté, il a répondu tout simplement sur le ton de l'ironie qu'il avait l'intention de faire le vol retour avec le président iranien Hassan Rouhani. Une presse amusée donc ce matin sur ce forum économique de Davos. Alors un chef d'État iranien, Hassan Rouhani, on vient de le dire, qui s'apprête à réaliser, vous le voyez dans les Alpes suisses, un exploit sportif, contourner les sanctions économiques pour repartir avec des contrats juteux dans ses valises. Et quand Rouhani, Netanyahou et Pérez se retrouvent ensemble à Davos, eh bien nul doute que le forum économique prendra cette année des allures de sommet politique, assène de son côté le quotidien Israël Hayom. Eh bien, s'ils se sont rendus à Davos pour parler d'une seule voix et séduire de nouveaux investisseurs étrangers, Pérez et Netanyahou demeurent divisés sur la question palestinienne. Note de son côté le Maariv, à Davos, le duo pourrait bien ressembler à un duel, écrit le journal de centre-droite. Pour le Premier ministre israélien, la rencontre avec John Kerry demain reste marginale, tandis qu'elle est cruciale, oui, tout simplement cruciale pour le président israélien. Israël qui est pour le chef d'État, pour le président israélien, Shimon Peres, de plus en plus menacé par le boycott économique et par l'isolement d'Israël sur la scène internationale. Allez, on aborde ce dossier de Davos dans un instant avec notre invitée, Madame Colette Avital. Mais pour l'heure, dernier titre de la presse israélienne ce matin que vous avez retenu, c'est l'opération israélienne dans la bande de Gaza contre un terroriste. Oui, une opération ciblée contre l'auteur des tirs de roquettes le jour des funérailles du Premier ministre Ariel Sharon, c'était la semaine dernière. Une opération chirurgicale qui signe sans doute, selon le quotidien à grand tirage Yediot Aharonot, un retour à la politique israélienne d'élimination ciblée. En réactivant ces opérations, écrit Alex Fishman, l'analyste militaire du quotidien,
Israël souhaite adresser un double message au Hamas. Jérusalem ne cherche pas à en découdre directement avec vous autres dirigeants du Hamas, mais uniquement avec les auteurs des tirs de roquettes. Et le deuxième message, plus subliminal, celui-là, vise à faire comprendre au Hamas qu'en toutes circonstances, les renseignements israéliens quadrillent parfaitement l'enclave palestinienne et que nul n'est immunisé contre les drones israéliens. Alors ça, c'est dans la bande de Gaza, mais en Cisjordanie, Barbara, les relations israélo-palestiniennes pourraient, elles, prendre une toute autre tournure. J'apprends ce matin dans le Jérusalem Post, le quotidien israélien en langue anglaise, que Mahmoud Abbas serait prêt à rencontrer Binyamin Netanyahou à tout moment et qu'il n'exclurait pas de s'adresser même directement à la Knesset, le Parlement israélien. C'est en tout cas ce qu'il a confié aux chercheurs de l'INSS, l'Institut d'études de sécurité nationale israélien, dans une interview qui sera retransmise la semaine prochaine lors du colloque annuel de la boîte à pensée israélienne. Voilà, donc plutôt optimiste. Qui est dit. Merci beaucoup Cyril, on se retrouve tout à l'heure. Jeudi 23 janvier, vous êtes sur i24 News. Voici le rappel des grands titres de la journée. Les yeux du monde sont rivés aujourd'hui sur la petite ville suisse de Davos, où se tient, on vient de l'évoquer, le 44e Forum économique mondial. Dans quelques heures, c'est le président iranien Rouhani qui montera à la tribune. Cet après-midi, le Premier ministre israélien prendra la parole. Netanyahou a déclaré à sa descente d'avion hier qu'il est venu présenter la fierté de l'économie israélienne, l'excellence du high-tech, de l'entrepreneuriat et de la recherche israélienne mènent à tout, même à la paix, a-t-il encore ajouté. Rhétorique incendiaire, accusation de trahison. La conférence de paix sur la Syrie s'est déroulée dans un climat on ne peut plus tendu. Hier, la délégation du gouvernement syrien n'a montré aucun signe de compromis et le fossé reste gigantesque entre le régime et l'opposition. Cette conférence est un prélude, vous le savez, aux négociations entre les seules délégations syriennes qui doivent démarrer demain à Genève et durer au moins une dizaine de jours. En Égypte, les partisans du président déchu Mohamed Morsi ne semblent pas avoir dit leur dernier mot pour célébrer les 3 ans de la chute d'Hosni Moubarak. Ils ont appelé à 18 jours de protestation à travers l'ensemble du pays et ce, à partir de demain. Leur objectif, mettre fin au régime militaire qui a commis, je cite, la plupart, sinon la totalité des crimes horribles et honteux perpétrés dans le pays depuis 3 ans. Enfin, l'image du jour, c'est l'embrasement de l'Ukraine. 5 morts, 300 blessés, des scènes de guérilla urbaine. Kiev a atteint hier un nouveau record de violence. Les forces de l'ordre, casquées et équipées de boucliers, ont lancé plusieurs assauts contre les manifestants. Et malgré un entretien avec le président Yanukovych, l'opposition a averti qu'elle passerait à l'offensive aujourd'hui si le pouvoir ne faisait pas de concessions. Et le grand titre de cette matinée, c'est le forum de Davos qui s'est ouvert hier. Alors évidemment, dans cette station de ski UP, on parle économie mondiale, mais c'est également le rendez-vous de l'année où se fait et se défait la politique. C'est ce qu'on appelle la diplomatie informelle. Bonjour Colette Avital. Merci d'être avec nous ce matin, ancienne députée travailliste, diplomate israélienne, notamment consul d'Israël à New York. Alors le thème du forum économique cette année, c'est remodeler le monde, mais c'est un peu vrai chaque année, finalement, on défait le monde à Davos? Non, on ne fait pas et on ne défait pas. On fait surtout des affaires. On pense à l'avenir. Il y a des forums politiques aussi bien que des forums économiques. Mais je constate que ça devient de plus en plus prestigieux et quiconque a quelque chose à dire se trouve là-bas, y compris des hommes d'affaires israéliens qui vont protester contre ce qu'ils croient et avec raison devenir aussi des sanctions contre Israël. Alors que le Premier ministre et le président israélien descendent de l'avion en disant qu'ils vont discuter et surtout promouvoir la fierté d'Israël, les affaires high-tech israéliennes, il ne fait aucun doute qu'il y aura aussi dans les coulisses et ailleurs des contacts politiques. Alors pourquoi ce choix de Binyamin Netanyahou de déclarer haut et fort qu'il mettra en avant tout l'économie israélienne? Il ne semble pas très intéressé à parler politique à Davos. Je ne sais pas si ça va se passer ou non. De toute manière, il va rencontrer le secrétaire d'État Kerry, donc il va discuter de politique. Mais je crois que si vous lisez aussi la presse israélienne ce matin en grand titre, il s'agit de sanctions de l'Union européenne et surtout de l'Allemagne qui met en avant des nouveaux contrats avec les compagnies israéliennes dans lesquels il y a une clause
territoriale. Et si c'est l'Allemagne qui mène le jeu maintenant, et l'Allemagne, dois-je le souligner, le grand allié, le grand ami d'Israël en Europe, les autres suivront. Donc je crois on résume un peu la situation, notamment l'ambassadeur de l'Union européenne en Israël a menacé Jérusalem directement d'intensifier le boycott contre l'État hébreu à chaque annonce de nouvelles constructions. Et si le processus de paix n'avance pas, pourquoi ce durcissement de ton des Européens maintenant? Écoutez, je crois que c'est un processus qui dure depuis assez longtemps. Et je crois qu'il y a une certaine exaspération du côté européen parce qu'ils voient la possibilité d'arriver à un accord de paix devenir de plus en plus éloignée. Du fait que pendant qu'on parle de paix, les Israéliens construisent. Alors, on peut se poser la question. C'est assez incompréhensible, au fait. Si vous voulez arriver à un accord, si vous voulez, à un certain moment, rendre des territoires ou désigner des territoires comme des territoires palestiniens pour le futur État palestinien, le plus on construit, le moins de territoire on laisse. Et donc, on voit l'exaspération. C'est contre-productif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où il y aura la paix, il faudra ramener les colons en Israël, détruire à nouveau, démanteler à nouveau des sites. Cela semble assez farfelu. Je sais que c'est fait et toutes ces annonces sont faites à cause des pressions de la droite, des pressions de groupes qui se trouvent aujourd'hui au gouvernement. Mais c'est une chose qui semble incompréhensible à ceux qui souhaitent voir finalement l'accord entre les Israéliens et les Palestiniens se rapprocher. Alors, vous avez noté cette présence, cette délégation de PDG israéliens, mais également palestiniens. Ils sont 200. Ils s'être rendus à Davos. Ils sont membres d'un groupe appelé Briser l'impasse. Et ils sont venus à Davos dire une chose très simple. Il faut signer un accord de paix dans la région. Et tout de suite, le monde des affaires en Israël est devenu pro-paix? Écoutez, je crois qu'il l'a été pendant très longtemps. Et il y a des groupes d'hommes d'affaires qui ont soutenu un tas d'initiatives. Il y a ce qui s'appelle l'initiative israélienne qui doit répondre à l'initiative arabe de paix. Et j'étais moi-même présente lorsque un groupe de 70 hommes d'affaires assez importants a rejoint ce groupe. Les hommes d'affaires comprennent très bien que s'il n'y a pas la paix, il y a de plus en plus de sanctions, il y a de moins en moins de possibilités d'investissement en Israël et ailleurs. Et donc, ils sont là. Et je crois que peut-être ils ont un poids plus important lorsqu'ils parlent argent et affaires que lorsque... À qui ils vont s'adresser à Davos? Est-ce que ces Israéliens ne sont pas des traîtres au gouvernement qui fait l'inverse? Pourquoi est-ce qu'il faut les considérer comme traîtres alors que ensemble avec les Palestiniens, ils veulent arriver à un accord? Je crois que c'est l'intérêt. Ils ont quand même adressé un message direct à Benyamin Netanyahou, un message très fort, en disant « vous faites faux chemin ». Écoutez, je ne sais pas s'ils vont lui dire « vous faites faux chemin ». Ils vont lui dire surtout ce qu'ils soutiennent. Et je crois que dans toutes les démocraties, c'est une chose qui se fait. Ce sont des gens qui soutiennent l'État d'Israël. Ce sont des gens qui rapportent à l'État d'Israël d'importantes sommes. Et donc, je crois qu'ils ont certainement un poids moral pour le faire, et je ne considère pas, je considère au contraire qu'ils défendent l'intérêt de l'État d'Israël. Alors un autre sujet qui va être abordé, c'est le dossier du nucléaire iranien, évidemment. Dans quelques heures, c'est le président iranien qui montera à la tribune. Est-ce qu'il va faire un carton plein à Davos, comme il l'a fait à l'ONU, à New York au mois de septembre? Je crois que ça va continuer à être une opération de charme, ça ne fait aucun doute. Sans aucun doute est-il venu à Davos pour renouer avec les hommes d'affaires. Et faut aussi dire et souligner qu'il y a pas mal d'hommes d'affaires qui n'attendent que ce moment pour retourner et faire des affaires importantes en Iran. Mais il faut dire aussi que d'après toutes les informations que nous avons, le processus de démantèlement de certaines installations ou de certaines capacités de produire du plutonium et de l'uranium en Iran a commencé
commencé et que les inspecteurs se trouvent sur place. Et je crois que les résultats ne sont pas mauvais. Donc, si on s'achemine vers cette possibilité de voir l'Iran se défaire lentement de cette capacité, je crois que c'est quelque chose qui peut être positif en fin de compte. Les deux avions iraniens et israéliens côte à côte. Est-ce qu'on peut imaginer une rencontre dans les couloirs informels entre représentants iraniens et israéliens à Davos ? Je ne crois pas que ça va se passer à un haut niveau. C'est possible que ça se passe peut-être à un niveau moins élevé, mais il faut voir l'image que vous avez montrée ce matin des deux avions. Il paraît que lorsque les Israéliens sont descendus de l'avion, ils ont pris des photos des gens qui se trouvaient dans l'avion iranien et eux ont rétorqué par la même chose. Ils se sont au moins photographiés. C'est déjà un premier petit geste réciproque. Merci beaucoup Colette Vital d'avoir été avec nous ce matin. À suivre, alors que les négociations israélo-palestiniennes battent leur plein, on vient de l'évoquer, Shimon Peres lance un pavé dans la mare. La reconnaissance d'Israël en tant qu'État juif n'est pas indispensable pour le président israélien. Vous allez le voir, le gouvernement Netanyahou voit rouge. Explication après un nouveau journal. Restez avec nous. Et on est de retour sur le plateau du Morning alors que les négociations israélo-palestiniennes battent leur plein. Shimon Peres lance un pavé dans la mare. La reconnaissance d'Israël en tant qu'État juif n'est pas indispensable pour le président israélien. Et le gouvernement Netanyahou voit rouge. Bonjour, Dror Even Sapir. Bonjour Barbara Scherer. Alors il faut préciser tout de suite que ces propos n'ont pas été tenus officiellement et au grand jour par le président israélien. C'est une révélation qu'on doit au Israël Hayom. C'est intéressant parce que le Israël Hayom, qui est un quotidien gratuit en Israël, c'est le quotidien le plus proche de Binyamin Netanyahou. C'est un quotidien qui est entièrement financé par un homme d'affaires américain, Sheldon Adelson, qui depuis de longues années déjà soutient le Premier ministre israélien. Alors Shimon Peres et Binyamin Netanyahou sont tous les deux à Davos avec le même objectif, un objectif commun, attirer le plus grand nombre possible d'investisseurs pour donner un coup de fouet à l'économie israélienne. Mais il y a des réelles divergences entre les deux dirigeants israéliens. Binyamin Netanyahou craint moins que Shimon Peres les effets du boycott, du semi-boycott de l'Union européenne. Et Shimon Peres a véritablement peur d'un isolement économique, diplomatique et économique précisément d'Israël. Et c'est dans ce contexte effectivement qu'on a appris que, pour Shimon Peres, cette exigence israélienne, cette exigence de Binyamin Netanyahou, qu'il répète à de nombreuses reprises, de la reconnaissance par les Palestiniens d'Israël comme État-nation du peuple juif, eh bien, cette exigence, selon le président israélien, est inutile. Encore une fois, ce sont des propos qu'il a tenus en privé, mais au cours de rencontres avec des responsables et des dirigeants politiques. Alors, sur le fond de cette déclaration, pourquoi Peres considère-t-il que ce n'est pas nécessaire, cette reconnaissance ? Shimon Peres est beaucoup plus optimiste que Binyamin Netanyahou sur les chances de parvenir à un accord de paix avec les Palestiniens. Il a beaucoup plus de confiance en la direction palestinienne actuelle, en Mahmoud Abbas, que n'en éprouve Binyamin Netanyahou. Et donc, il considère que cette exigence que les Palestiniens auront bien du mal à accepter, elle est inutile, elle est contre-productive. Le seul problème, Barbara, c'est que cette exigence, elle est acceptée par les Américains, par John Kerry, parce que dans cet accord cadre dont on parle déjà depuis plusieurs semaines, il pourrait être question effectivement d'une reconnaissance palestinienne d'Israël comme État-nation du peuple juif. En contrepartie, bien évidemment, Israël devrait consentir à des compromis importants. Donc un accord n'est pas impossible, un accord peut être conclu avec les Palestiniens. Il serait dommage, selon le président de l'État, de ne pas parvenir à cet accord israélo-palestinien, même s'il ne s'agit que d'un accord cadre, en raison de cette exigence très ferme formulée par Binyamin Netanyahou. Voilà, Shimon Peres semble donc enclin à lâcher du lest dans ces négociations. Pour Binyamin Netanyahou, hors de question de lâcher cette exigence de reconnaissance de l'État juif. Non, et il a répété pas plus tard qu'il y a 2 jours, à l'occasion de la visite en Israël de son ami, le Premier ministre canadien Stephen Harper, il a répété que le cœur du conflit israélo-palestinien, ce n'était pas les implantations, ce n'était pas les territoires conquis en 1967 au cours de la guerre des 6 jours, mais bien le refus palestinien de reconnaître la présence, ou peut-être davantage la souveraineté du peuple juif sur
tout ou partie de cette terre, quelles que soient les frontières de l'État d'Israël. Le problème, c'est le refus des Palestiniens de reconnaître que cet État, il a une légitimité, et que cette légitimité, c'est de doter le peuple juif d'une souveraineté nationale. Et Benyamin Netanyahou appuie son argument en faisant, il le fait souvent, vous savez, c'est le fils d'un historien, Benyamin Netanyahou, un petit cours d'histoire, et en rappelant que le conflit israélo-arabe ne date pas de 1967, mais de 1920, lorsque les premiers affrontements ont éclaté entre Arabes palestiniens et les militants du mouvement sioniste, les Juifs qui étaient établis dans le but, effectivement, d'acquérir un foyer national sur cette terre. Alors, qu'en est-il des autres membres de la classe politique israélienne? Ils en pensent quoi de cette exigence? Alors, on va s'intéresser un peu à ce qui se passe au gouvernement. Vous savez que le gouvernement est un gouvernement de coalition. Il est assez composite avec des sensibilités tout à fait différentes. Yair Lapid, le président du parti centriste Yesh Atid et ministre des Finances, il a une position qui est très proche de celle de Shimon Peres, à la différence, après c'est une différence de taille, que Yair Lapid, lui, il l'exprime au grand jour. Vous savez que Shimon Peres, en tant que président de l'État, il ne peut pas vraiment déclarer tout à fait ouvertement quelles sont ses positions. Par contre, Yair Lapid, il l'a dit il y a quelques semaines, et là il s'est démarqué totalement de Benyamin Netanyahou, que cette exigence d'une reconnaissance palestinienne d'Israël comme État juif, elle était inutile, elle était contre-productive. Ça ne signifie pas que Yair Lapid ou Shimon Peres sont contre, bien évidemment, l'idée d'Israël comme État-nation du peuple juif. Simplement, ils considèrent, et Yair Lapid l'a dit, il a été très clair là-dessus, que cette exigence n'a pas lieu d'être, qu'elle est contre-productive, qu'il n'a pas besoin, lui, et c'était son argument en tant qu'Israélien et juif, d'avoir un tampon de l'autorité palestinienne qui reconnaîtrait l'identité de son propre État. L'opposition de gauche est plus ou moins sur la même ligne, et bien évidemment, à l'intérieur du gouvernement israélien, les membres du Likoud, ceux du parti d'Avigdor Lieberman et ceux du parti de Naftali Bennett, sont eux, bien évidemment, soutiennent l'exigence formulée par Benyamin Netanyahou. Alors, la notion même d'État juif peut être aussi ouverte à interprétation. Alors c'est ça, bien sûr, il faut être très clair. Lorsque Benyamin Netanyahou parle d'État juif, il ne parle pas d'un État théocratique dont la constitution serait la Torah ou le Talmud. On en est loin. État juif, dans l'esprit de Benyamin Netanyahou et dans l'esprit de la très grande majorité des acteurs de la vie politique israélienne, c'est l'État-nation du peuple juif. Alors les Palestiniens disent, oui mais attention, il y a 20% d'Arabes israéliens. Maintenant, lorsque la définition de l'État juif est celle d'un État-nation pour le peuple juif, et d'un État démocratique également, la nature démocratique de cet État, elle doit garantir la liberté et l'égalité de droit aux citoyens israéliens qui, eux, ne font pas partie du peuple juif. Il ne s'agit pas d'un État, encore une fois, théocratique, mais d'un État-nation du peuple juif, comme on trouve d'ailleurs des États-nations de différents peuples un petit peu partout à travers le monde. Merci beaucoup, Dror Even Sapir. Merci. Jeudi 23 janvier, voici l'essentiel de l'actualité du jour. Les yeux du monde sont rivés aujourd'hui sur la petite ville suisse de Davos où se tient le 44e Forum économique mondial. Dans quelques heures, c'est le président iranien Rouhani qui montera à la tribune. Cet après-midi, le Premier ministre israélien prendra lui aussi la parole. Netanyahou a d'ores et déjà déclaré à sa descente d'avion hier qu'il est venu présenter la fierté de l'économie israélienne. L'excellence du high-tech, de l'entrepreneuriat et de la recherche israélienne mènent à tout, même à la paix, a-t-il encore ajouté. Rhétorique incendiaire, accusation de trahison. La conférence de paix sur la Syrie s'est déroulée dans un climat on ne peut plus tendu. Hier, à Montreux, la délégation du gouvernement syrien n'a montré aucun signe de compromis et le fossé reste gigantesque entre le régime et l'opposition. Cette conférence, vous le savez, est un prélude aux négociations entre les seules délégations syriennes qui doivent démarrer demain à Genève et durer au moins une dizaine de jours. En Égypte, les partisans du président déchu Mohamed Morsi ne semblent pas avoir dit leur dernier mot pour célébrer les 3 ans de la chute d'Hosni Moubarak. Ils ont appelé à 18 jours de protestation à travers l'ensemble du pays à partir de demain, vendredi. Leur objectif, mettre fin au régime militaire qui a commis, je cite, la plupart, sinon la totalité des crimes horribles et honteux perpétrés depuis 3 ans. Enfin, l'image du jour, c'est cet embrasement de l'Ukraine. 5 morts, 300 blessés et des scènes de guérilla urbaine. Kiev a atteint hier un nouveau record de violence. Les forces de l'ordre, casquées et équipées de boucliers, ont lancé plusieurs assauts contre les manifestants. Et malgré un entretien avec le président Yanukovych, l'opposition a averti qu'elle passerait à l'offensive ce jeudi si le pouvoir ne faisait pas de concessions.
l'embrasement de l'Ukraine, on en parle avec vous, Betsabé Salem, bonjour. Bonjour Barbara. On l'a dit, 5 morts, 300 blessés hier à Kiev, rien ne va plus. Beaucoup de violence, oui, effectivement, des affrontements très, très violents. 5 morts, 300 blessés, on le répète, et ça c'est pour la seule journée d'hier. Et malgré tout, cette opposition reste mobilisée en dépit des lois adoptées à la mi-janvier et qui interdisent tout rassemblement, je vous le rappelle. Des lois qui ont donné un second souffle finalement au mouvement de contestation. Une crise sans précédent ces dernières 20 années. Et l'objet de la colère n'est autre que le gouvernement. Regardez. L'Ukraine n'avait pas connu de telle crise depuis son indépendance en 1991, ni une telle atteinte aux libertés qui semble confirmer le tournant autoritaire pris par le président Yanukovych. À l'origine de cette révolte, le contrat signé par Kiev et Moscou en décembre 2013, tandis que l'Ukraine avait l'opportunité de se rapprocher de l'Union européenne. En tournant le dos à Bruxelles et en acceptant 15 milliards de dollars de la part de la Russie, Yanukovych a choisi son camp et s'est mis les Ukrainiens à dos. Une régression selon eux. Mais la pression venant de Moscou était trop forte. Vladimir Poutine qui aurait tout fait pour écarter le spectre d'une autre révolution orange alors que les Jeux Olympiques se profilent. Car c'est bien une deuxième révolution orange qui semble secouer l'Ukraine. Comme cette euro-révolution, le mouvement de contestation pacifique de 2004 avait rassemblé plus que les militants et même les jeunes. La révolution orange avait, elle, permis, après un mois de contestation des résultats du scrutin présidentiel, d'apporter davantage de pluralisme en passant la main au candidat de l'opposition, Viktor Youtchenko. Mais l'équipe au pouvoir a déçu les Ukrainiens en renonçant notamment à combattre la corruption. Les oligarques d'avant Youtchenko ont ainsi gardé la main sur les institutions et Viktor Yanukovych a pu facilement accéder au pouvoir comme Premier ministre en 2006, puis comme président en 2010. C'est de lui et de ses principaux acteurs d'avant la révolution orange dont les Ukrainiens sont bien décidés à se débarrasser aujourd'hui, en dépit des lois de plus en plus répressives. Et en dépit de ces lois répressives qui interdisent tout rassemblement, eh bien, les leaders de l'opposition ont menacé hier soir devant 10 000 personnes au moins réunies dans le centre de Kiev d'une offensive faute de concession du président Yanukovych. Une offensive qui aurait lieu ce jeudi. Et j'insiste Barbara, on a vraiment l'impression que l'avenir de l'Ukraine se joue en ce moment au centre de cette capitale parce que c'est une véritable foule. En dépit du froid, moins 10 degrés, on se plaignait du froid il y a 2 mois, du froid, de la neige et du danger aussi, puisque il est interdit de se réunir. Eh bien, c'est une véritable foule qui était mobilisée devant cette scène sur la place de l'Indépendance et qui suit cette opposition. Alors, qui sont ces leaders qui mènent l'opposition pour qu'on comprenne un peu mieux la situation en Ukraine? Alors, il y a 3 figures à retenir, 3 formations qui mènent le bal de l'opposition, une union qui était initialement improbable, mais un objectif commun qui les unit. Tout d'abord, l'ex-boxeur champion du monde Vitali Klitschko, c'est lui justement qui a menacé de passer à la vitesse supérieure hier soir après un entretien de 3 heures avec le président Yanukovych qui n'a pas beaucoup fait avancer les choses. Il est très engagé dans la lutte contre la corruption, là où Youtchenko, justement, on l'a dit dans le sujet, avait échoué. Ce sportif intello millionnaire défend une Ukraine démocratique et ancrée en Europe. Alors vous avez aussi Arseny Yatsenyuk qui est juriste et économiste de formation, ex-chef du Parlement. Il a donné 24 heures lui au pouvoir pour éviter ce qu'il a appelé un bain de sang et c'est un proche de l'ex-première ministre emprisonnée, Yulia Tymoshenko, l'ancienne première qui depuis sa prison a déclaré que Viktor Yanukovych a cessé d'être un président qui n'est désormais plus qu'un assassin. Et puis on a enfin Oleg Tiagnybok, vous excuserez l'accent ukrainien, chef du parti de la Liberté. Alors Liberté, attention, il est ultranationaliste, antisémite, qui plus est. Il rejette la Russie, mais accueille l'Allemagne à bras ouverts. Alors ça peut réveiller quelques souvenirs, même si on peut lui concéder, il a fait quelques efforts ces dernières années pour mesurer ses propos. Alors, est-ce que cette opposition manifeste avec retenue, de manière totalement pacifique? Alors, ça fait 2 mois qu'ils manifestent quand même relativement pacifiquement. On l'a vu, pas de bilan du côté des forces de police, même s'ils sont quand même très remontés, surtout depuis l'interdiction de manifester, on l'a dit, qui est entrée en vigueur il y a une semaine. Et dimanche, un tournant, une grosse manifestation de 200 000 personnes qui a vraiment marqué un tournant dans cette
protestation, dans cette contestation, l'opposition dépense beaucoup d'énergie, vous savez, à brûler des pneus, en fait, c'est ça, et ça leur demande beaucoup d'énergie et beaucoup de temps pour élever, en fait, un mur de fumée. Alors, pourquoi ils font ça? C'est pas pour se faire remarquer, c'est pour se cacher des snipers. Parce qu'en fait, vous savez, parmi les morts, eh bien, certains ont été tués par balles, mais la police n'utilise, en tout cas selon le gouvernement, que des balles en caoutchouc. Selon l'opposition, en fait, des snipers seraient cachés dans les immeubles autour de l'Euromaidan, donc cette place de l'indépendance, et des murs de fumée sont donc faits pour se protéger de ces vraies balles. Alors, les images qu'on voit sont des images qui nous parviennent en direct depuis le cœur de Kiev, et on voit ce dont vous parliez il y a un instant, Betsabé, ce nuage de fumée qui entoure le cœur de la capitale, et on le voit à cette heure matinale, les manifestants, l'opposition qui se rendent déjà sur place. Dror, vous voulez dire quelque chose? Oui, c'est intéressant par rapport à l'Ukraine. Vous savez, il y a quelques années, on a beaucoup parlé d'une thèse d'un intellectuel américain, Samuel Huntington, le choc des civilisations. Et on a beaucoup remis en question cette thèse. Mais là, en Ukraine, on a un peu un choc des civilisations entre une partie de l'Ukraine qui veut s'ancrer dans la civilisation européenne, démocratique, occidentale, et une autre partie qui regarde plus à l'est, et une partie qui culturellement se sent beaucoup plus proche de la Russie, et peut-être aussi d'une certaine forme d'autoritarisme politique, même si l'opposition n'est pas, et Betsabé l'a dit, unanimement acquise aux thèses de la démocratie libérale. Alors un mot, Betsabé, des réactions de l'Union européenne? Tout à fait. Alors l'Union européenne a réagi, elle a averti qu'elle allait étudier de possibles actions et elle a évoqué des conséquences sur ses relations avec l'Ukraine qui sont déjà un petit peu bloquées depuis l'accord de décembre dernier. Des réactions des États-Unis aussi. Washington qui considère même des sanctions à l'encontre de Kiev. Donc peut-être des sanctions là. La Russie de son côté a dit qu'elle n'interviendrait pas. On vient de l'apprendre. C'était le porte-parole de Vladimir Poutine. Donc pas mal de réactions donc de tous les côtés. La Russie, donc, pas d'ingérence, c'est ce qu'ils ont dit. Et voilà. C'est ce qu'on peut dire pour l'instant, une situation qu'on suit de près. Évidemment, la situation en Ukraine tout au long de nos éditions. Merci à tous les deux à suivre dans le Morning. On revient sur la grande conférence de paix sur la Syrie qui s'est tenue hier à Montreux. Elle a démarré de manière on ne peut plus tendue. Le détail après un nouveau journal. Retour sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous et on revient à présent sur cet autre grand titre de l'actualité, c'est la conférence de paix sur la Syrie qui s'est ouverte hier à Montreux. Alors les discussions doivent reprendre dès demain sous forme de négociations directes à Genève, des négociations entre le régime et l'opposition, mais hier le ton est monté, l'ambiance était on ne peut plus tendue. On en parle avec Christian Mallard. Bonjour, merci d'être avec nous, journaliste, spécialiste des questions internationales, consultant i24 News. Alors on l'a dit, un ton qui est monté. Hier, les choses semblent plutôt mal parties pour aboutir à un accord. Et vous savez, Barbara, je me demande pourquoi on a organisé une telle conférence dont on connaissait un peu le résultat à l'avance. On savait qu'elle était vouée quand même à l'échec. Quand on voit les différences, les divergences qui existent entre les partis qui sont autour de la même table. Et hier, je lisais le discours qu'a prononcé notre ministre, le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Alors on sentait que c'était vraiment le discours langue de bois, disant, vous savez, c'est un espoir fragile, mais en effet, c'est très tendu, on voit bien qu'on n'arrive pas à s'entendre. Il y a d'un côté des rebelles qui sont représentés par M. Djarba, mais M. Djarba, qui est le leader de la fédération du groupe de la coalition nationale syrienne, ne représente pas tous les rebelles qui sont sur le terrain, tous les opposants au régime syrien. Donc déjà, on a quelqu'un qui, à mon avis, ne fait pas l'unanimité. Et puis de l'autre côté, vous avez, on le savait ça. C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi l'ONU s'est mis à penser, comme les Américains, qu'on allait résoudre le problème. De l'autre côté, vous avez M. Walid Moallem, que je connais, que j'ai déjà rencontré dans le passé, le ministre des Affaires étrangères, le fidèle porte-parole de M. Bachar el-Assad, qui est là pour défendre son patron, Bachar el-Assad. Et aujourd'hui, il est clair que les Syriens, quand on leur dit il faut respecter les accords de Genève 1 de juin 2012, qui stipulent qu'on ait un gouvernement de transition doté de tous les pouvoirs exécutifs, ils savent très bien qu'on veut se débarrasser de Bachar el-Assad. Alors précisément, Christian Mallard, est-ce que c'est le sort de Bachar el-Assad qui va immobiliser les négociations, à votre avis ? Oui, vous avez raison, le sort de Bachar el-Assad est au centre des conversations, mais aujourd'hui,
Bachar el-Assad ne partira certainement pas. Il a encore dit avant-hier qu'il était candidat à sa propre succession pour des élections présidentielles en Syrie, ce qui fait sourire, surtout des vraies élections transparentes, libres et claires. Alors, Bachar el-Assad aujourd'hui, pourquoi se retirerait-il? Il est en train de regagner l'avantage sur le terrain face aux rebelles. Donc, on discute là, à Montreux, donc demain à Genève. Franchement, je me dis que les Occidentaux, encore une fois de plus, sont des grands naïfs, des grands dupes. Alors précisément, Christian, quand John Kerry déclare d'emblée hier que Bachar al-Assad ne peut pas rester au pouvoir, est-ce qu'il fait une erreur politique? Vous l'avez dit, Bachar al-Assad semble vissé à son siège. Les Américains vont perdre la face une fois de plus sur ce dossier syrien? Il y a des risques. Et puis, il y a chez John Kerry, comme chez Barack Obama, président des États-Unis, ce que j'appellerais le wishful thinking. C'est beaucoup de vœux pieux. Quand on voit la situation, on sait qu'encore une fois, on va dans le mur, on va à l'échec. Donc, c'est vrai que vous imaginez un seul instant que le Hezbollah au Liban, ennemi d'Israël, ennemi des Occidentaux, va abandonner, alors qu'ils sont sur le terrain avec plusieurs milliers de commandos pour aider au maintien de Bachar el-Assad au pouvoir. Est-ce que vous pensez que l'Iran et le Hezbollah vont abandonner Bachar el-Assad ainsi que les Russes pour des intérêts stratégiques? Donc, je me dis que c'est bien d'avoir essayé, c'est ce que dit Laurent Fabius, c'est bien d'avoir essayé, c'est bien de se mettre autour d'une table, de dialoguer, mais c'est un dialogue de sourds, c'est un dialogue d'aveugles. Donc c'est ça qui est gênant. Alors vous connaissez bien l'homme Assad, vous l'avez rencontré à plusieurs reprises. Comment vous expliquez cet acharnement de rester au pouvoir, cet acharnement contre son propre peuple? Parce que Bachar el-Assad, de toute façon, est plus que jamais l'otage de sa famille, l'otage du parti Baas, l'otage de tout un système qui étrangle la Syrie depuis que son père était au pouvoir en 1970. Donc, moi, tout cela ne me surprend pas du tout. Les Alaouites alliés des chiites, puisque c'est la même famille dans l'islam, aujourd'hui sont là pour se maintenir, s'accrocher au pouvoir. Ça a toujours été comme ça depuis que les El-Assad ont été au pouvoir en Syrie. Et c'est pour ça, au départ, quand vous rencontrez Bachar el-Assad, quand il rentre de Londres où il était ophtalmologiste, vous dites « Oh là là, il est plutôt sympa, il a un côté très occidental ». Mais très vite, il a enfilé le costume de son père, et il est devenu, encore une fois, l'otage de tout un système de répression et de gens qui s'accrochent au pouvoir. On n'est pas en Tunisie, on n'est pas en Égypte, on n'est pas en Libye. La Syrie est très très différente. Alors, votre estimation, Christian Mallard, avec quels documents sortiront les parties de ces négociations de Genève? Ils vont se mettre d'accord sur quoi? Vous me posez une colle, Barbara, parce que j'aimerais bien le savoir aussi avec quoi ils vont sortir. Est-ce qu'on va dire qu'on va se revoir, qu'on va rediscuter, que chacun va aller de son propre côté, consulter son propre camp? Si c'est ça, franchement. Mais là, je ne vois pas, honnêtement, ce qui va en ressortir. Tant la position de M. Walid Muallem, représentant de Bachar el-Assad, est intransigeante. Je ne vois pas comment les Syriens, le régime actuel, va faire des concessions. Et puis de l'autre côté, l'opposition, naturellement, ne cesse de répéter qu'elle veut un gouvernement de transition doté de tous les pouvoirs exécutifs. Là aussi, je pense qu'on est dans le domaine du rêve, malheureusement. Merci beaucoup, Christian Mallard, consultant i24 News, d'avoir été avec nous ce matin. Jeudi 23 janvier, vous êtes sur i24 News. Voici les grands titres de l'actualité du jour. En Égypte, 5 policiers ont été tués ce matin par des hommes armés à un poste de contrôle dans le sud du pays. Information relayée il y a quelques minutes par la télévision égyptienne. Les partisans du président déchu, Mohamed Morsi, ne semblent donc pas avoir dit leur dernier mot. Et pour célébrer les 3 ans de la chute de Hosni Moubarak, ils ont appelé à 18 jours de protestation à travers l'ensemble du pays à partir de demain. Leur objectif, mettre fin au régime militaire qui a commis, je cite, la plupart, sinon la totalité des crimes horribles et honteux perpétrés depuis 3 ans en Égypte. Et puis les yeux du monde sont rivés aujourd'hui sur la petite ville suisse de Davos où se tient le 44e Forum économique mondial. Dans quelques heures, c'est le président iranien Rouhani qui montera à la tribune. Cet après-midi, le Premier ministre israélien prendra lui aussi la parole. Netanyahou a déclaré à sa descente d'avion hier qu'il est venu présenter à Davos la fierté de l'économie israélienne, l'excellence du high-tech, de l'entrepreneuriat et de la recherche israélienne qui mènent à tout, même à la paix, a-t-il encore ajouté.
Rhétorique incendiaire, accusation de trahison. La conférence de paix sur la Syrie s'est déroulée dans un climat, on vient de l'évoquer, on ne peut plus tendu hier. La délégation du gouvernement syrien n'a montré aucun signe de compromis et le fossé reste gigantesque entre le régime et l'opposition. Cette conférence est un prélude aux négociations entre les seules délégations syriennes qui doivent démarrer demain à Genève et durer au moins une dizaine de jours. Enfin, l'image du jour, c'est l'embrasement de l'Ukraine et ces images qui nous parviennent en direct depuis le cœur de Kiev. Hier, on notera 5 morts et 300 blessés, des scènes de guérilla urbaine. Kiev a donc atteint un nouveau record de violence. Les forces de l'ordre casquées, équipées de boucliers, ont lancé plusieurs assauts contre les manifestants. Et malgré un entretien avec le président Yanukovych, l'opposition a averti qu'elle passerait à l'offensive aujourd'hui si le pouvoir ne faisait pas de concessions. Voilà, et on continue de parler de la situation en Syrie. Alors, dans ce contexte, on revient à présent sur le terrain. Des milliers de Syriens ont traversé la frontière avec la Turquie ces derniers jours, fuyant les combats entre les groupes rebelles rivaux. Reportage. Ces passeurs aident les Syriens à traverser la frontière vers la Turquie, moyennant $15. Ils font partie du front Al-Nosra, un groupe de combattants affiliés à Al-Qaïda. Ces derniers jours, des milliers de personnes ont fui les combats survenus entre différents groupes d'opposants au président Bachar al-Assad. Ici, près de la ville turque de Kilis, les taxis attendent les réfugiés. La police des frontières laisse entrer les Syriens sans difficulté, mais les caméras ne sont pas les bienvenues. Je suis ici pour protéger les gens de l'injustice et les aider comme je peux. Si les gens ne savent pas comment se rendre en Turquie, est-ce qu'on va les laisser mourir? Non. La Turquie a ouvert ses portes et abrite des centaines de milliers de réfugiés syriens. Ceux qui n'ont pas de passeport traversent illégalement. Cet homme a réussi à s'échapper, mais d'autres attendent encore. Leur village, Afrin, est occupé par un groupe extrémiste, l'État islamique de l'Irak et du Levant. À Aksakale, toujours à la frontière, on entend des tirs depuis que les combattants de l'État islamique de l'Irak et du Levant ont pris le contrôle de Tal Abyad. Les réfugiés vivent dans la rue le jour et dorment dans des bâtiments vides la nuit. La situation est difficile, nous n'avons plus que nos vêtements. Vous voyez bien, nous vivons dans la rue avec rien. Ces 2 dernières semaines, les combats dans le nord de la Syrie entre rebelles et djihadistes ont fait plus de 2000 morts, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Alors, on vient de le voir, alors qu'on discute de politique syrienne à Genève, eh bien, la situation humanitaire sur le terrain est désastreuse. Cyril Amar, faute d'accord politique lors de ces discussions, l'aspect humanitaire du conflit pourrait être la priorité de ces négociations ? On l'espère en tout cas, parce que depuis le début du conflit en 2011, Barbara, 2 400 000 Syriens ont fui les combats vers les pays voisins. On va le voir tout de suite avec cette carte, avec cette infographie. Vous le voyez, regardez, depuis près de 3 ans de conflit, plus de 2 millions de réfugiés ont été enregistrés par l'UNHCR, c'est le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Vous avez plus de 132 000 réfugiés en Égypte, 212 000 dans le Kurdistan irakien, 577 000 en Turquie et 589 000 en Jordanie. Et le pays d'accueil, le principal pays d'accueil pour les réfugiés syriens, c'est évidemment le Liban, l'ancienne contrée syrienne, qui accueille donc le plus grand nombre de réfugiés syriens. À noter également, Barbara, qu'en Europe, les réfugiés syriens tentent également leur chance. Je pense notamment à la Bulgarie et à l'Italie, mais avec très peu de succès, il faut le dire, puisque l'Europe est une forteresse. D'ailleurs, ça a été dénoncé récemment par Amnesty International. Quelques milliers de réfugiés syriens seulement arrivent à s'infiltrer en Europe. Et puis évidemment, il y a ces déplacés internes en Syrie, 6,5 millions de déplacés internes en Syrie, des familles, des femmes et des enfants qui ont été contraints de quitter leur foyer, ce qui porte à 9 millions le nombre de déracinés syriens sur une population totale qui en compte 22 millions. C'est dire l'étendue de la catastrophe humanitaire. Une catastrophe humanitaire qui, selon le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, est la pire depuis la Seconde Guerre mondiale. Et le UNHCR qui prévoit d'ailleurs d'ici 2014 que le nombre de réfugiés syriens atteindra les 3 millions. Donc c'est dire si il y a vraiment un impératif, une urgence à traiter de cette question. Alors, vous l'avez dit, c'est vers le Liban que l'exode
l'exode syrien est le plus massif. Quelles conséquences concrètes sur ce pays? Barbara, retenez bien ce chiffre. Chaque jour au Liban entre 3000 réfugiés syriens. C'est énorme. Sur une population qui est somme toute petite. On parle de 4 millions d'habitants au Liban. Il y a, vous l'avez vu sur la carte, près d'1 million de réfugiés syriens. Barbara, un habitant sur 4 au Liban est un réfugié syrien. C'est-à-dire si c'est à même de modifier sensiblement le tissu social, les équilibres démographiques dans un pays du Cèdre qui, on le sait, est déjà très fragile. Alors le Liban, il est déjà, vous savez, échaudé par le précédent palestinien. Le Liban abrite énormément de camps de réfugiés palestiniens et il ne veut absolument pas, en aucun cas, que s'éternise l'exil syrien. Et c'est la raison pour laquelle il refuse de donner une réponse, si vous voulez, permanente à l'exil syrien sur son territoire. La semaine dernière, le Premier ministre sortant, Mikati, a déclaré, qui a appelé l'ONU en tout cas, à créer des camps de réfugiés, non pas au Liban, mais en Syrie, pour régler le problème des réfugiés et alléger la pression et sur le Liban, mais également aussi sur les pays voisins qui accueillent les Syriens qui fuient la guerre. Et puis, autre élément de réponse au Liban, vous savez, le Liban est engagé depuis le redéploiement des troupes syriennes dans une politique de dissociation. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment d'oublier le passé syrien du Liban. Et les réfugiés syriens, ils mettent à mal cette politique de dissociation. Une politique qui, déjà, vous le savez, est déjà battue en brèche par le Hezbollah, qui, on le sait, prête main forte au régime de Bachar el-Assad dans les combats en Syrie. Alors, vous parlez des autres pays voisins de la Syrie. Beaucoup de réfugiés arrivent également en Égypte. Comment ça se passe dans ce pays? Oui, pas énormément finalement, 132 000 sur 3 millions, c'est somme toute, sur 2 400 000, c'est somme toute très peu. C'est le pays qui accueille le moins de réfugiés dans la région. Alors, dans un premier temps, l'Égypte de Mohamed Morsi a accueilli les frères syriens avec les bras ouverts. Alors, on avait beaucoup de solidarité envers les frères syriens, les frères sunnites de Syrie. Eh bien, depuis la reprise du pouvoir par le gouvernement intérimaire et par l'armée évidemment, eh bien, on a beaucoup d'hostilité envers les réfugiés syriens. Les réfugiés syriens qui sont souvent étiquetés comme des pro-Morsi à plusieurs reprises. Même des réfugiés syriens ont été interpellés par la police, par les forces de l'ordre égyptiennes, pour avoir ouvert le feu sur la police et pour avoir prêté main forte donc aux pro-Morsi. Et puis traditionnellement, je dirais ici, il y a en Égypte une hostilité presque naturelle envers les Palestiniens. On l'a vu avec le Hamas, on en parlait hier, mais c'est vrai aussi pour des réfugiés syriens qui sont majoritairement, en tout cas ceux qui rejoignent l'Égypte, des camps de réfugiés palestiniens en Syrie. Pourquoi ces réfugiés syriens sont si mal accueillis? Pourquoi leur intégration se passe si mal? Bien, premier élément de réponse, je dirais que d'abord c'est un lourd fardeau pour le tissu social des pays qui les accueillent. Vous savez, c'est des pays qui traversent des crises politiques très très importantes, des pays eux-mêmes déstabilisés. Je pense au Liban évidemment en premier lieu, mais également à la Turquie dans une moindre mesure, à la Jordanie qui doit faire face aussi aux problèmes palestiniens. Donc vraiment c'est un tissu social qui est déstabilisé dans ces pays hôtes. Deuxième élément de réponse, c'est qu'il y a aussi un vide juridique. C'est-à-dire que les 4 principaux pays d'accueil de ces réfugiés n'est tout simplement pas tenu de respecter la Convention de Genève qui date de 1951 sur le statut des réfugiés. Le Liban, la Jordanie, l'Irak ne sont pas du tout signataires de cette convention et la Turquie, elle, en est signataire à partir de 1962, mais elle refuse catégoriquement d'accueillir des réfugiés qui viennent du Proche-Orient, tout simplement des réfugiés qui viennent de l'Union européenne. Et puis pour finir, je dirais tout simplement que les acteurs humanitaires ont été pris de court. Je vous rappelle qu'en 2012, tout le monde, y compris nous, pensions que Bachar el-Assad allait imminemment quitter le pouvoir et donc les acteurs humanitaires ont été pris de court, y compris au niveau du budget. Merci beaucoup Cyril Amar. À suivre ce format de télé-réalité israélienne qui risque de révolutionner le monde des médias. Explication après un nouveau journal. Et on est de retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous. Il est l'heure de jeter un coup d'œil à ce qui fait l'actualité sur Internet. C'est la revue du web.
Kada, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Vous Merci. étiez un petit peu malade. Je suis ravie que vous soyez de retour. On commence ce matin par une image qui nous vient d'Ukraine. Oui, une image postée il y a un peu plus d'une heure. On voit à Kiev, au petit matin, une capture d'écran en fait, de la webcam du site des Euromaidan, un site vidéo qui retransmet en direct et en continu les images des émeutes. Alors on l'a dit, la répression est montée d'un cran en Ukraine avec 5 morts et on dit des tirs à balles réelles, une violence que reflète justement cette image qui date d'hier soir où se mêlent manifestants, gaz lacrymogène, explosion, une image très très impressionnante. Alors on l'a dit, le gouvernement Yanukovych accentue la pression contre le mouvement des pro-européens avec notamment une méthode d'intimidation nouvelle. Regardez cette image postée sur Twitter, il s'agit d'un SMS envoyé par l'opérateur. Cher abonné, vous êtes enregistré comme participant à une émeute ou à un trouble massif à l'ordre public. Alors le message a été reçu par tous ceux qui se trouvaient à proximité des émeutes par en fait le biais de la localisation via les antennes, journalistes inclus. C'est légal de faire ça, de les localiser comme ça et de leur envoyer ce genre de message? Alors légal, pas forcément, mais en tout cas ce SMS a fait le tour des réseaux sociaux et le gouvernement ukrainien lui a été pointé du doigt étant une sorte de Big Brothers comme on le voit. Alors le ministère de l'Intérieur, sachant que c'est pas forcément légal, a démenti être l'auteur des SMS. Idem pour les compagnies téléphoniques qui elles aussi ont clamé leur innocence. Voilà, un des opérateurs qui s'appelle Kyivstar parle d'équipements illégaux, de stations pirates qui permettraient d'envoyer des messages aux clients, à tout opérateur qui se trouverait dans une même zone. Donc évidemment tout le monde se rejette la responsabilité de ces SMS, mais on imagine bien d'où ça vient. C'est la première fois que ce genre de méthode d'intimidation est utilisée? Alors le New York Times nous dit que non. Pendant les derniers jours de la révolte contre Hosni Moubarak, c'était en Égypte, les clients de Vodafone Égypte avaient reçu des SMS les appelant les, alors je cite, les hommes honnêtes et loyaux à affronter les traîtres et les criminels et à protéger le peuple et l'honneur. Mais en fait, ce qu'il y a de nouveau, là, c'est le ciblage extrêmement précis des manifestants et de tous ceux qui se trouvent près des manifestations. Bon, vous continuez à suivre pour nous cette situation en Ukraine par le web et on parle aussi beaucoup ce matin sur Internet évidemment de la Syrie, de la conférence de Genève 2 qui s'est ouverte hier à Montreux. Et oui, il y a un grand absent dans cette conférence, c'est l'Iran. Mais si l'Iran est absent des discussions, ce n'est pas du tout le cas sur Internet car le plus célèbre des tweetos iraniens, Hassan Rouhani, commande sur Twitter cette conférence où il regrette évidemment de ne pas être convié. Alors beaucoup de tweets comme celui-ci, il dit entre autres que le bain de sang doit cesser, que les États soutenant les terroristes doivent arrêter de le faire en référence aux rebelles syriens et il ajoute que seuls les Syriens peuvent déterminer leur futur et il finira par une note plus agréable, plutôt bon joueur. Il espère que ce Genève 2 finira par un accord et il se dit le premier heureux si Genève 2 se termine par un accord. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir comment les débats sont suivis et relayés sur les réseaux sociaux. Alors pour comprendre, regardez le type de message posté par le compte officiel de la révolution syrienne. On a un peu l'habitude malheureusement de voir ce genre d'image tragique d'un enfant mort avec cette légende. Assad et ses esclaves peuvent bien mentir, ces crimes sont vus en direct par le monde entier. Et de l'autre côté, on voit cette image de la télévision d'État syrienne, sur Twitter aussi, qui retransmet les pourparlers, mais on met en parallèle la prise de parole de Jarba, le leader de l'opposition syrienne, et on le met en parallèle avec des images d'attentats sanglants perpétrés par l'opposition syrienne. Donc la guerre des images fait rare plus que jamais sur Parce que Twitter. pour le régime, l'opposition, c'est un groupe de terroristes et c'est avec cet argument-là qu'ils sont arrivés aux discussions. Et donc là sur les images, ils les mettent constamment en parallèle. Dès qu'il y a une prise de parole, on voit des images d'attentats perpétrés par, entre guillemets, ces terroristes. Alors on continue de scanner le web avec vous à travers la planète et on parle à présent de Sotchi et une image qui a fait le tour du monde sur Internet. Oui, alors ça part d'un tweet d'un confrère de la BBC, il s'appelle Steve Rosenberg. Alors il visitait les installations olympiques et il a découvert ces doubles toilettes, ou toilettes pour deux, comme vous voulez, au cœur du centre olympique de biathlon. Alors le web s'est littéralement emballé en 24 heures, l'image a fait le tour des réseaux sociaux, cela amuse certains, comme on le voit sur ce tweet de Vincent Gratton qui nous dit, entre autres plaisanteries, que les Russes font tout pour que les peuples se rapprochent. Alors s'il y a des moqueries, c'est ce Toilet Gate, on peut le dire, c'est devenu aussi le symbole du gaspillage d'argent avec 36 milliards d'euros. Les JO de Sochi sont les plus chers. C'est quelque chose qui servira à rien finalement. Personne n'utilisera ces doubles toilettes. À moins que les athlètes aient envie d'utiliser ces doubles toilettes. À mon avis, et justement, donc c'est devenu un symbole de gaspillage. Les opposants à Vladimir Poutine dénoncent les folies de ce dernier et aussi la corruption sur le chantier. Et donc voilà, pour eux, l'affaire des toilettes est une nouvelle preuve. Mais c'est une erreur de l'avoir construit comme ça ? Eh bien non.
Non, parce que c'est une tradition russe. Ah bon ? Oui, beaucoup de tweetos russes, justement, ont retweeté des photos de toilettes collectives pour nous prouver que cela était bien normal dans le pays. Il y en a des dizaines, vous pouvez les trouver sur Internet. Et vous voyez comme ça, en fait, les toilettes qui, en Russie, sont côte à côte. C'est une question de coutume. De tradition. On peut dire ça. Bon, on aura appris quelque chose au moins Chacun ce matin. ses traditions. Voilà, évidemment. On termine, Rudy, par une belle histoire de chimpanzé. Oui, alors la primatologue Jane Goodall, elle a 80 ans bientôt, elle est très connue dans le monde et elle a récemment remis en liberté une femelle chimpanzé prénommée Wanda. Elle était très malade, donc voilà, ils l'ont soignée, ils l'ont amenée dans son milieu naturel pour la relâcher. C'était le 15e chimpanzé à avoir été relâché dans la nature. C'était au Congo. Et au moment de la relâcher, et c'est cette vidéo qui fait le tour du web, on a une réaction assez incroyable du chimpanzé. Vous allez voir ça en vidéo, en image. C'est incroyable. Incroyable image. Elle les remercie en fait et elle leur dit adieu. Exactement, et après voilà. Et après elle s'en va. Elle s'en va. Merci Très belle beaucoup image. de nous avoir apporté cette belle image, Rudy. Restez avec nous. Jeudi 23 janvier, vous êtes sur i24 News. Voici les grands titres de l'actualité du jour. En Égypte, 5 policiers ont été tués par des hommes armés. Ce matin, un poste de contrôle dans le sud du pays. Information relayée par la télévision égyptienne. Les partisans du président déchu, Mohamed Morsi, ne semblent donc pas avoir dit leur dernier mot pour célébrer les 3 ans de la chute d'Hosni Moubarak. Eh bien, ils ont appelé à 18 jours de protestation à travers l'ensemble du pays à partir de demain. Leur objectif, mettre fin au régime militaire qui a commis, je cite, la plupart, sinon la totalité des crimes horribles et honteux perpétrés depuis 3 ans en Égypte. Et puis les yeux du monde sont rivés aujourd'hui sur la petite ville suisse de Davos où se tient le 44e Forum économique mondial. Dans quelques heures, c'est le président iranien Rouhani qui montera à la tribune. Cet après-midi, le Premier ministre israélien prendra lui aussi la parole. Netanyahou a déclaré à sa descente d'avion hier qu'il est venu présenter la fierté de l'économie israélienne. L'excellence du high-tech, de l'entrepreneuriat et de la recherche israélienne mènent à tout, même à la paix, a-t-il encore ajouté. Rhétorique incendiaire, accusation de trahison. La conférence de paix sur la Syrie s'est déroulée dans un climat on ne peut plus tendu. Hier, la délégation du gouvernement syrien n'a montré aucun signe de compromis et le fossé reste gigantesque entre le régime et l'opposition. Cette conférence est un prélude aux négociations entre les seules délégations syriennes qui doivent démarrer dès demain à Genève et durer au moins une dizaine de jours. Enfin, l'image de ce jeudi, c'est l'embrasement de l'Ukraine. Des images qui nous parviennent en direct depuis le cœur de Kiev. 5 morts, 300 blessés et des scènes de guérilla hier à Kiev qui a atteint donc un nouveau record de violence. Les forces de l'ordre, casquées et équipées de boucliers, ont lancé plusieurs assauts contre les manifestants. Et malgré un entretien avec le président Yanukovych, eh bien, l'opposition a averti qu'elle passerait à l'offensive aujourd'hui si le pouvoir ne faisait pas de concessions. Bonjour Virginie Khalifa. Bonjour Barbara. Alors on va parler musique, télévision, mais on commence tout de suite par parler musique et politique. Exactement. Alors vous le savez Barbara, le Premier ministre canadien Stephen Harper est en Israël depuis le début de la semaine et puis tout le monde parle de lui. Alors c'est un grand ami d'Israël et puis il a été largement applaudi à la Knesset et figurez-vous qu'hier soir dans son hôtel l'ambiance était très festive. Il a même fait tomber la chemise. La chemise ou la veste ? La veste. Tomber la chemise
mis la chanson tomber là. Il ne s'est pas mis torse nu, Stephen Harper, rassurez-moi. Il ne s'est pas mis torse nu, il a fait tomber la veste et il a fait le show. Benjamin Netanyahou était là, il était surpris et en même temps heureux. Alors pour les fans des années 60, on a eu le droit à des morceaux comme Hey Jude des Beatles ou encore il s'est mis à Sweet chanter, Caroline Stephen de Harper. Ah oui, et on a les images d'ailleurs, donc je vais vous proposer de regarder tout de Allez, suite on ce y que va. ça donne. Très juste, hein, Netanyahou n'a pas l'air... Il est peut-être bon pianiste, mais pas forcément bon chanteur. Je ne vous permets pas de critiquer. La tête du Premier ministre israélien, de genre, c'est sympa, mais... Il a osé, mais attention, il l'adore. Hein. Alors l'Assemblée, vous l'avez vu, elle semble à peu près surprise. Et Benjamin Netanyahou, malgré la grimace qu'il a fait, est heureux de voir que le Premier ministre canadien est une rockstar. C'est ce qu'il a affirmé en tout cas. Rien de moins. Rien de moins, rien de plus. Alors Virginie, on reste en Israël pour parler d'une émission de télé-réalité. C'est un télécrochet qui s'appelle Rising Star. Hein. Vous êtes venu nous en parler à plusieurs reprises. Exactement. Mais voilà, le format pourrait révolutionner le monde de la télé. Exactement. Alors, on va resituer l'émission pour ceux qui ne la connaissent pas. Je vous en avais déjà parlé. Elle a été lancée pour la première fois en Israël et donc pour la première fois dans le monde en général. Le concept est simple, des candidats qui chantent, un jury composé de 4 grands noms de la chanson. Jusqu'ici, tout nous fait penser à la Nouvelle Star, The Voice ou encore X Factor. Mais la nouveauté, c'est la possibilité pour les téléspectateurs de faire partie du jury, et ce grâce à leur smartphone, et leurs votes sont 10 fois plus importants que le choix du jury. Il suffit pour cela de télécharger une application, vous y ajoutez votre photo et comme par magie, eh bien, votre visage s'affiche sur un tableau interactif et votre vote peut faire pencher la balance largement, alors que dans les émissions qu'on a l'habitude de voir, eh bien, on n'a pas vraiment... On n'a pas vraiment d'impact sur les choix finaux. D'interactivité, c'est un concept qui plaît, qui séduit. Est-ce qu'on peut commencer à parler d'exportation de ce peut concept à travers le monde ? Et on va commencer puisque déjà les États-Unis s'y intéressent et puis c'est ABC, la chaîne américaine, qui a racheté le concept déjà, qu'il tend à développer qui a été développé par les équipes d'ingénieurs du Mossad. Ça, on ne l'avait pas encore dit, mais c'est en train de se faire savoir. C'est eux qui ont mis en place ce système de live qui jusqu'ici n'avait jamais existé. Alors c'est assez compliqué parce qu'il faut savoir quand même qu'on n'était pas certain que ça fonctionne. On a un live et puis les gens votent directement de leur portable, donc c'était possible qu'il y ait un bug entre temps et puis on n'avait pas vraiment prévu le coup, mais heureusement on a lancé l'émission et tout s'est très très bien passé. Là ils sont en train de voir avec les États-Unis comment pouvoir développer le système, parce qu'il y a un décalage entre la East Coast et la West Coast. Donc faire en sorte que tout le monde puisse voter en même temps, ça va être un autre problème à soulever. Parce que les programmes ne sont pas diffusés aux mêmes heures en fait. Et bah malheureusement non. Sur les deux côtes Est et Ouest des États-Unis. Est-ce qu'on sait pour quelle émission le concept va être adapté aux États-Unis ? On vous l'avait dit, c'est ABC, mais ça va être une télé-réalité de musique ? Rising Star, on reprend exactement le même format. Ah oui, c'est calé sur le modèle israélien, la même chose avec le mur interactif, le chanteur. En fait, chaque personne vote et selon les votes, on va pouvoir voir le visage du chanteur une fois qu'il a atteint un niveau assez élevé, exactement. Et puis là, le jury est aussi présent en plateau pour pouvoir donner son avis et c'est comme ça que un monde toujours plus interactif, c'est normal que ça plaise et que la télé s'y mette, ça révolutionne et puis c'est vrai que là le téléspectateur est beaucoup plus actif. Je crois que ça va arriver en France aussi. M6, ça va arriver. Alors ils sont en pour parler. Alors je ne sais pas si M6 c'est pas vraiment sûr, mais il y a la France, l'Italie et l'Allemagne qui sont déjà sur le coup. Sur ce même format de Rising Stars. Renouveau de la télé-réalité, c'est-à-dire que 15 ans après maintenant, le genre n'est pas mort et arrive à se renouveler avec cette invention, on peut dire ça. C'est ça, et puis comme d'habitude on le sait que lorsqu'il y a une nouvelle émission de télécrochet, on est un peu friand, on n'ose pas la lancer, c'est le côté aussi israélien d'oser, de tester, et puis ça a fait un carton puisque faut savoir que le premier prime a fait 44,7% d'audience, le troisième on a fait 49%, ce qui est quand même énorme pour ce genre d'émission, complètement. Donc vive la publicité si je peux le dire, et les États-Unis sont très très intéressés pour reproduire le show avec beaucoup plus d'effets et encore plus exactement. Avec des moyens beaucoup plus élevés, exactement.
Alors on va écouter un peu de musique pour se quitter. Et oui, on avait prévu. On avait prévu le coup mais avec... On va se quitter avec ça. Donc je vous remercie. Vous savez ce qu'on va lancer? Vous allez m'aider. En tout cas, on va dire merci aux téléspectateurs d'avoir été avec nous ce matin. Je vous retrouve demain avec grand plaisir en direct depuis Tel Aviv. Passez une belle journée, portez-vous bien et on se quitte avec... Eviator Korkos. Voilà, le grand gagnant de Rising Star. Je voulais vous faire une petite fin. Merci, à demain. חייתי בגיא צונן